l'islamophobie est une vieille maladie française qui plonge des racines dans l'histoire coloniale, et en particulier celle de la guerre d'Algérie, mais pas seulement. On a eu, disons, ces dernières semaines, une rechute assez vibrante. Vous vous souvenez de l'agression du représentant du Rassemblement national contre une femme voilée qui accompagnait des élèves au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et ça a suscité un flot incroyable de propagande, relayée, bien sûr, par un certain nombre d'intellectuels, je mets des guillemets, intellectuels, alignés maintenant sur l'extrême droite. Je signale au passage, d'ailleurs, parce que c'est peu connu, que plusieurs d'entre eux viennent de gauche, voire viennent de l'extrême gauche. Et le résultat, je ne fais pas d'analyse mécanique, mais enfin c'est le fait, en tout cas des événements, c'est l'attentat contre la mosquée de Bayonne, perpétré, on croirait que c'est fait exprès, par un ancien candidat du Front National aux élections. Alors, l'idée, ça n'est pas, et ça n'était pas, et ça ne sera pas, de revenir sur le détail de ces événements, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se trouve à la racine de cette islamophobie, et en particulier en France. Je crois qu'on va parler de l'Europe aussi ? Non, on va parler de la France. C'était difficile de trouver un meilleur invité pour en parler que Abdelali Hajjat, parce qu'il travaille depuis une quinzaine d'années autour de ces questions. J'ai rencontré Abdelali quand il était étudiant à Sciences Po à Lyon, il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, disons. Ouais, longtemps quand même. 2004 peut-être. Non, c'est ça. Hein, voilà. Pas vieux. Ah bah non, c'est pas vieux. C'était hier. On venait avec Leïla Chaïd et Michel Warszawski faire notre tournée des villes et des banlieues à l'époque. Alors, Abdelali, il est politiste, il est professeur de sociologie maintenant à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Institut des sciences sociales du politique, c'est ça ? Avant, tu étais à Nanterre, c'est ça, jusqu'à juin dernier. Voilà. Et bien que jeune, il a publié déjà des tonnes de bouquins. Je vous les indique. Donc, Immigration postcoloniale et mémoire, chez l'Harmattan en 2005. Les frontières de l'identité nationale à la découverte en 2012. La marche pour l'égalité et contre le racisme aux éditions Amsterdam 2013. Et Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, avec Marwan Mohamed, à la découverte en 2013. Et je ne vous lis pas la liste des livres collectifs auxquels il a participé. Abdelali connaît la règle du jeu, la règle rigide du jeu. Tu as dit que tu étais fan de la revue La règle du jeu. Oui, j'adore. Oui. Surtout pour l'islamophobie, ça fonctionne bien. Oui. Donc, il connaît la règle du jeu, c'est-à-dire 30-35 minutes pour introduire, et puis ensuite, vous êtes là pour l'applaudir, le siffler, poser des questions, discuter, etc. etc. Voilà. Envoi de tomates. Non, on vérifie les sacs à l'entrée. C'est Gianni qui vérifie, et voilà. Okay. C'est à toi. Merci beaucoup Dominique pour cette introduction et puis pour l'invitation en général. Donc je vais aujourd'hui présenter un travail qui est en cours, qui fera, je l'espère, l'objet de la publication d'un livre prochainement, qui porte sur, qui est un peu le prolongement de la définition de l'islamophobie qu'on avait proposée dans le livre qu'on avait rédigé avec Marwan Mohamed. Une définition un peu longue, désolé, mais qui visait un peu à proposer une définition sociologique de l'islamophobie, sachant que, comme vous le savez, il y a toute une querelle sémantique sur la définition même, mais même sur le fait même de l'utiliser ce terme. Donc c'est un processus social complexe de racialisation. Donc racialisation, ça signifie le fait d'assigner
une identité permanente, donc héréditaire, qui se transmet d'une génération à l'autre. Donc là, c'est la supposée appartenance à la religion musulmane, et cette supposée appartenance à la religion musulmane est censée déterminer la pensée et l'action. Donc ça, la racialisation renvoie à cette idée-là. Et ce processus de racialisation, on s'est beaucoup concentré sur le cas français, mais c'est un processus qui est global, qui s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des idées. Donc, prenez par exemple le concept de Rabi, qui a beaucoup circulé, qui circule encore beaucoup dans le monde occidental. C'est un phénomène qui est également genré, dans la mesure où une très grande partie des personnes qui sont victimes d'islamophobie sont des femmes, notamment des femmes qui portent le hijab. Et l'idée, c'est que l'islam ne pose pas problème en soi, mais qu'il pose problème à partir du moment où des personnes sont convaincues que l'islam pose problème et qu'ils se mobilisent pour convaincre les autres qu'il y a un problème musulman. Donc on considère que l'islam, en tant que problème, n'est pas quelque chose qui serait naturel, entre guillemets, dans la pensée européenne, dans la pensée occidentale, mais c'est quelque chose qui est historique, quelque chose qui est lié à des acteurs, lié à des intérêts, etc. etc. Et c'est la conséquence, l'islamophobie, c'est la conséquence de la construction de l'islam en tant que problème, et qui a pour conséquence ultime ce qu'on peut appeler une forme de discipline. Discipline des corps musulmans, qu'on considère comme problématiques, et voire même des esprits, donc, parce qu'il y a une tendance quand même qui va aussi dans ce sens-là. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Et à partir de ce point de départ, il faut comprendre en gros que si on veut saisir la particularité française de l'islamophobie, il faut voir comment fonctionne la société française en général. On ne peut pas comprendre comment l'islam est devenu central dans le champ politique français si on ne s'intéresse pas au fonctionnement du champ politique français. On ne peut pas comprendre comment fonctionne la centralité de l'islamophobie dans les médias français si on ne revient pas sur le fonctionnement des médias français, etc. etc. Et donc de ce point de vue-là, la particularité française, c'est la dimension, on va dire, hystérique, la dimension émotionnelle, qui est très forte, et qui distingue la France d'autres pays européens. Ce qui fait que je me suis posé la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que, quand on compare des pays un peu comparables, par exemple la Grande-Bretagne et la France, en termes migratoires, en termes de rapport avec l'histoire coloniale des populations musulmanes, etc., il y a quand même une particularité. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que la population française a connaissance de l'islam, a connaissance des musulmans. Et vous avez les médias dominants, voilà, et ce qui fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se sont focalisés sur la manière dont les médias ont traité l'islam. Donc je vous passe tous les articles, les bouquins, et un des bouquins les plus importants, celui de Thomas Deltombe, L'islam imaginaire, qui avait regardé sur une trentaine d'années la télévision française. Il avait montré tous les stéréotypes, toutes les formes d'essentialisation qui étaient produites par la télévision française. Donc ça, c'est intéressant, mais le problème, c'est que souvent, l'analyse des discours islamophobes s'intéresse au contenu, mais ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont ces discours sont produits. Et la manière dont ces discours sont diffusés et comment est-ce qu'ils sont reçus. Donc j'ai une approche très Stuart Hall, donc des Cultural Studies, qui consiste à essayer de comprendre comment les discours islamophobes sont produits, diffusés et reçus. Et pour traiter cette problématique, je me suis focalisé sur un genre littéraire particulier qui me semble particulièrement approprié pour traiter cette question. Et cette question est importante parce que dans le bouquin, on s'était beaucoup focalisé sur les élites. Or, on ne peut plus dire aujourd'hui que l'islamophobie, c'est uniquement un phénomène élitaire. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le lien entre une islamophobie élitaire et une islamophobie populaire? Quel est le lien qui se fait autour de cette question-là? Et le genre littéraire qui m'a semblé intéressant, c'est ce que j'ai appelé les femmes musulmanes opprimées, qui correspond à des récits biographiques, autobiographiques, soit de différentes catégories de femmes. Ça peut être des femmes musulmanes ou ex-musulmanes, des femmes françaises non musulmanes qui se convertissent à l'islam, ou des femmes occidentales qui ne sont pas musulmanes mais qui sont mariées avec des hommes musulmans.
Et il me semble que ce genre littéraire est très important parce qu'il est complémentaire à d'autres formes du discours islamophobe qu'on a souvent l'habitude d'analyser. Le discours d'Éric Zemmour, qui a fait l'objet du livre de Gérard Noiriel. Le roman islamophobe tel que celui de Michel Houellebecq, Soumission, etc. Or, il me semble que, si on prend un exemple que vous connaissez sûrement, c'est Jamais sans ma fille, qui a été publié en 1987 en anglais, qui a été traduit ensuite en 1988 en français. C'est un livre qui a lancé en fait ce nouveau genre littéraire qui a connu un succès phénoménal. Pourquoi? Parce que entre 1988 et 2017, là où j'ai arrêté mon enquête, on a environ 67 livres qui correspondent à ce genre littéraire, publiés en français en France. Quand on compare la France avec l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, il y a une douzaine de livres qui correspondent à peu près à ce type de livres. Et donc vous voyez bien que les couvertures sont assez catchy, comme on dit. Donc des femmes voilées avec des titres chocs, insoumises, Simolée à 20 ans, etc., etc. Donc je me suis intéressé à ce genre littéraire et j'ai fait une liste. On pourra en discuter sur comment j'ai fait cette liste pour voir en gros d'où ça vient. Donc ça vient de Jamais sans ma fille, ça a été publié d'abord en 88. Ensuite, le genre est assez timide jusqu'aux années 94-95. Ensuite, entre 95 et début des années 2000, il y a un trou qui est un peu difficilement explicable, mais c'est peut-être lié à la guerre civile en Algérie, mais donc, qui a mis une sorte de parenthèse par rapport à ce genre littéraire. Et puis ensuite, ça revient après 2001 et ça explose, comme vous voyez, 2003-2004, avec le nombre maximum en 2009 et 2010. Donc ce genre littéraire est intéressant parce que c'est un discours qui est massif. Et j'ai fait donc une analyse, donc je vous passe de la méthodologie, sur la manière dont ces livres ont été produits, sur la manière dont ces livres ont été, le contenu de livres et la manière dont ces livres ont été reçus. Voilà, donc avoir les trois bouts. Donc ici, je vais rapidement évoquer les conditions de production de ce genre littéraire. Donc pour comprendre l'existence de ce genre littéraire, donc je remonte en fait un peu dans l'histoire, dans les années 80, et je me suis intéressé à la manière dont le champ éditorial était structuré. Donc là, vous voyez, dans les années 80, vous aviez deux grands groupes médiatiques, Hachette Livre et Groupe de la Cité, et puis des indépendants, Flammarion, Albin Michel, etc. Donc ce mouvement de concentration dans le champ éditorial a eu des conséquences sur le métier d'éditeur. Ces transformations sont liées à la question de la rentabilité. Donc les livres doivent être de plus en plus rentables avec des taux de rentabilité qui doivent se situer entre 12 et 15%. Si vous êtes éditeur ou proche d'une édition, c'est très compliqué d'avoir un taux de rentabilité comme celui-ci. Ce qui fait que l'édition, globalement, à partir des années 80, s'est recentrée sur ce qu'on peut appeler l'édition de consommation. Des livres qui se vendent très bien, facilement. Donc ce sont les livres qui sont publiés par des genres qui sont codés, donc les romans policiers, les romans roses, etc. Les mémoires, donc les témoignages de stars qui se vendent aussi très bien, et puis des petits témoignages, je reviendrai là-dessus. Donc les petits témoignages, donc là vous voyez la connexion avec le genre qui m'intéresse ici, c'est un genre littéraire qui est très demandé par les maisons d'édition à ce moment-là. Et les maisons d'édition font des campagnes de marketing pour essayer de savoir quels sont les ouvrages qui sont les plus intéressants financièrement. Et si on veut s'intéresser à la manière dont Jamais sans ma fille est devenu un livre vraiment important, il faut revenir sur France Loisirs, donc, qui est un club de lecture. Peut-être certains d'entre vous ont été abonnés, ou qui a déjà été abonné? France Loisirs? Non, ça ne fait pas partie du public. Ce qui est révélateur du type en fait, de public qui est ici, dans la mesure où le club de lecture... Tu sous-estimes notre public. Non, parce que apparemment c'est un public d'intellectuels que j'ai devant moi, des personnes qui ne sont pas plus diplômées que le public qui est celui de France Loisirs. Parce que donc, France Loisirs, c'est 10 millions d'adhérents. En France, donc entre 71 et 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous appelez au hasard au téléphone, dans l'annuaire,
vous avez une chance sur 3 de tomber sur un ménage qui a été un jour, dans les 30 dernières années, abonné à France Loisirs. Donc c'est un phénomène massif. C'était en 91, donc au moment qui nous intéresse, le premier vendeur de livres, avec un taux de rentabilité phénoménal, 58,86%. Il vendait entre 24 et 28 millions d'exemplaires dans les années 2000, donc ça correspond à 7-8% de la part de marché des ventes au total en France, et ça correspond à une clientèle ciblée. Donc là, je cite en fait des responsables de France Loisirs. Donc on exclut les analphabètes, ce n'est pas votre cas, et les intellectuels, ce qui est plutôt votre cas. Donc vous n'êtes pas dans la population cible de France Loisirs. Donc ce sont plutôt des femmes entre 20 et 40 ans, de classe moyenne, au capital scolaire moyen, et qui sont à la fois urbaines et rurales. Et ça correspond donc à ce fameux préjugé sexiste du marketing, de la ménagère de moins de 50 ans. Et donc France Loisirs a un processus de sélection des livres qui vise à augmenter la rentabilité à son maximum. Donc je vous passe les détails, mais en gros, c'est on envoie un test, un catalogue test, ensuite on a un retour, et en fonction de ce retour, on sait combien de livres on va pouvoir vendre. C'est une science assez proche de ce que finalement on obtient. Et du coup, le contenu des livres importe pour maximiser la rentabilité. Et donc là, quand vous regardez donc, les responsables de France Loisirs, donc les gens nous font confiance, on ne peut pas cautionner n'importe quoi. Et le directeur littéraire dit « Oui aux livres qui arrangent le monde, non à ceux qui le dérangent ». Donc je peux sélectionner des bouquins religieux, mais positifs, pas des pamphlets. Les livres de club ne doivent ni bousculer, ni inquiéter, mais raconter de belles histoires. Voilà. C'est explicite. Donc là, j'ai récupéré la structure sociodémographique des adhérents de France Loisirs en 1990. Donc là, vous voyez, c'est très classe moyenne, qui a un petit capital. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le bac ou qui ont des études supérieures. Donc ça correspond à la définition que je vous donnais tout à l'heure. Ensuite, quand on regarde les livres qui sont achetés, vous voyez que le genre témoignage est surreprésenté dans le catalogue de France Loisirs par rapport au reste de l'édition française. Donc là, vous prenez, donc c'est 11,3% du point de vue de l'ensemble du marché de l'édition en 1990, et c'est 17,5% dans France Loisirs. Donc du coup, je me suis intéressé au type de témoignages. Quels sont les témoignages qui apparaissent dans le catalogue France Loisirs? Donc, et là, j'ai fait l'évolution dans le temps, entre les années 70 et les années 2000. Donc au départ, j'ai pris tous les catalogues, donc ma source en fait c'est tous les catalogues de France Loisirs depuis 1976. Vous avez des problèmes de société classiques, donc la délinquance, la drogue, la prison, etc. Et on observe, lorsqu'on s'intéresse aux témoignages étrangers, il s'agit essentiellement de pays qui, donc dans les années entre 76 et 96, qui sont liés aux pays anciennement communistes, enfin communistes ou anciennement communistes. Donc les premiers pays, c'est la Chine, l'URSS. Donc l'Allemagne, c'est lié à les témoignages pendant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne également. Et donc les pays musulmans, dans l'affaire, sont très peu représentés dans l'ensemble des témoignages des personnes étrangères. Donc au départ, les témoignages qui sont mis en avant dans le catalogue de France Loisirs, ce sont des repentis du communisme. Ou sinon des personnes qui ne sont pas issues de ces pays communistes, donc des occidentaux qui vont dans les pays communistes et qui sont incarcérés et qui subissent une forme de violence et qui réussissent à s'échapper. Donc vous voyez dans les titres, même dans les couvertures, donc dans la fosse au tigre, donc, une chinoise voilée, le palanquin des larmes, donc c'est une belle histoire, là encore, d'une personne qui est enfermée et qui réussit à s'échapper, etc. Donc c'est très lié à l'idéologie du moment, comme vous pouvez le voir, et de fait, ce genre de témoignage qui propage une certaine vision des pays communistes est complémentaire de ce qu'on a appelé à l'époque, dans les années 70, l'idéologie antitotalitaire. Avec les grands témoins, donc comme Solzhenitsyn, etc., ou les livres, essais, comme ceux de Bernard-Henri Lévy, etc., qui sont complémentaires de ce genre de témoignage.
Et donc là, vous voyez, là encore, les témoignages d'étrangers, en fonction donc pas des pays, mais en fonction des rassemblements de pays. Et vous voyez également le genre des témoins, hommes-femmes. Donc au départ, c'était surtout des hommes, liés à des pays communistes ou qui étaient liés à l'histoire du nazisme, donc souvent des personnes qui étaient sorties des camps. Et à partir de 88-89, il y a un basculement. Les témoins étrangers sont étrangères, et les pays musulmans deviennent la matière première des témoignages qui sont vendus dans les catalogues de France Loisirs. Donc c'est la ligne violette que vous voyez. Et quand on regarde ensuite les pays, la répartition par pays, vous voyez qu'il n'est plus question de Chine ou du RSS, mais c'est l'Algérie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Donc la France, donc c'est lié à l'islam en France. Donc Daesh, donc Syrie, Irak, donc pour les ouvrages qui sont vraiment très récents. Donc je me suis arrêté à 2017, etc., etc. Donc Jamais sans ma fille, ça a été le point de départ. Donc il a été d'abord tiré à 15 000 exemplaires, a été vendu en 3 ans à 2,4 millions d'exemplaires et 3,4 millions en 5 ans. Et je ne vous parle pas des traductions qui sont faites en une vingtaine de langues. Il est resté très longtemps dans le catalogue de France Loisirs, 7 ans, alors que la moyenne, c'est autour de 1 an. Et c'est le 9e livre préféré des Français, en octobre 2004. Donc c'est le magazine Lire qui avait fait ce sondage au moment d'ailleurs de l'affaire du voile de 2003-2004. Et Jamais sans ma fille, pardon, c'est le seul livre contemporain qui fait partie de la liste. Donc le premier, c'est la Bible. Bon, comme quoi les Français sont c'est très étonnant. Mais bon. Donc Betty Mahmoudi se situe entre Jules Verne et Alexandre Dumas. C'est pour dire la puissance de la promotion de ce livre. Donc peut-être, je ne sais pas, quelqu'un d'entre vous, certains d'entre vous ont lu ce livre? Oui. Oui, vous pouvez lever la main pour voir. Oui, donc ça ne m'étonne pas. Hein? Témoignage terrible, ça, on n'en doute pas. Et donc la question que je me pose, c'est comment ce genre littéraire est devenu un succès aussi important? Et le rôle qu'a joué Bernard Fixot est très important parce que c'est lui qui a découvert Jamais sans ma fille à la foire du livre de Francfort. Et il a acheté les droits étrangers pour une bouchée de pain. Et ensuite, il a fait traduire en français. Et c'est la traduction française qui est devenue un succès très important. Donc quand on écoute Bernard Fixot, il dit « Le maître mot, c'est l'émotion. On a surconsommé de la raison et de la réflexion. Les intellectuels ont perdu toute crédibilité. Le survivant, celui ou celle qui est passé à travers l'épreuve, lui, a le droit de témoigner. Il ne réfléchit pas, il ne donne pas de leçons. » Donc là, ça signifie qu'il y a un basculement dans ce qu'on peut appeler à la suite de Foucault un régime de vérité. C'est qu'est-ce qui peut être dit sur tel ou tel sujet et qui le dit. Et il me semble que pour ce qui est de la connaissance de l'islam et des mondes musulmans, ce type de récit, biographique et autobiographique, est venu concurrencer le discours académique, que vous connaissez bien en le produisant et en le promouvant à l'IREMO, dans le sens où il est supérieur parce que ça vient des tripes, parce que ça vient de personnes qui l'ont vécu directement, sans qu'il y ait cette distance qui est proposée par l'analyse historique, sociologique, etc. etc. Donc la première étape pour que ce livre fonctionne, pour ce genre, c'est de découvrir les témoignages, parce que ce sont des témoignages qui sont vrais. Donc il y a quelques cas de faux, on pourrait y revenir dans la discussion, mais globalement, ce sont des histoires vraies. Donc la première technique pour découvrir, c'est traduire. Donc c'était le cas de Jamais sans ma fille, il y a eu d'autres livres qui ont été traduits de l'anglais vers le français. Par exemple, donc il y a un livre qui s'est intitulé Vendu, qui a été publié en 1992, dont vous avez entendu parler, donc qui était une histoire de 2 jeunes filles yéménies qui avaient été vendues à un homme dans leur pays d'origine, donc elles étaient yéménies britanniques. Donc ce livre n'avait pas connu un grand succès en Grande-Bretagne, mais il a été traduit
en français. Ça a explosé. Et c'est la traduction du français vers l'anglais qui a débouché sur le succès en anglais du livre. Voilà. Et donc là, ça signifie qu'il y a un rôle important sur lequel je vais revenir, c'est des ghostwriters, des prête-plumes, donc des personnes qui écrivent avec les témoins les livres, mais d'une certaine manière. Donc on reviendra plus tard là-dessus. Donc ça, Polanski nous a expliqué ça. Ouais. Voilà. Autre manière, c'est un contact qui est fait par une auteure ou par un intermédiaire, comme un journaliste. Donc, il y a, donc, par exemple, El Fassi, donc un journaliste qui a contacté des maisons d'édition pour faire ça, pour trouver pour présenter un témoignage. Ou, autre exemple, c'est l'éditeur lui-même qui va trouver. Et c'est par exemple le cas du livre Brûlée vive, qui a été publié en 2003. Donc, c'est l'histoire d'une Palestinienne qui s'est fait attaquer par un membre de sa famille à l'acide parce qu'elle avait eu des relations sexuelles et eu un enfant en dehors du cadre du mariage. Donc c'est une histoire vraie. Donc, il y a un article qui a été publié dans Le Monde là-dessus. Bernard Fixot a entendu parler. Et c'est cette affaire-là qui a lancé le thème des crimes d'honneur, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc Fixot a contacté l'ONG qui aidait cette jeune femme à se reconstruire, et donc il y a un deal entre guillemets qui a été passé avec la famille donc pour récupérer la fille et l'enfant. Ils ont été installés à Lausanne, donc, puisque l'ONG est une ONG suisse, et il y a eu la rédaction de ce livre qui a été faite grâce à une ghostwriter qui s'appelle Marie-Thérèse Cuny, et c'est elle qui a rédigé ce livre qui a connu également un grand succès. Donc première étape, c'est découvrir. Donc vous voyez, on découvre de différentes manières ce type d'histoire. La deuxième étape, c'est la réécriture. Donc là, je vous donnais l'exemple de Marie-Thérèse Cuny. Donc c'est elle qui a traduit Jamais sans ma fille. Elle a traduit ou réécrit une dizaine de livres parmi les 67 que j'ai identifiés. Et donc elle a un parcours intéressant parce qu'elle a écrit plus de 33 000 histoires du best-seller de Pierre Bellemare, que vous connaissez sûrement. Donc, histoire extraordinaire. Et c'est cette routine, entre guillemets, cette capacité à écrire des histoires extraordinaires qui se vendent très bien, qui était intéressant pour Fixot, afin de réécrire des histoires qui nous intéressent, nous, des témoignages. Et donc elle est née au Maroc, elle a passé son enfance, après l'indépendance en 1956, elle est partie en France, ensuite elle est revenue au Maroc pour être journaliste, et elle a fait sa carrière avec Bellemare, elle a même été animatrice de Tournée-Manège, voilà, donc elle était dans ce milieu un peu médiatique parisien. Et donc en 1992, donc, il y a une journaliste qui lui pose la question, quel est votre secret? Vous avez réadapté ou traduit des livres qui sont vraiment des best-sellers. Et donc elle dit, je la cite, ce sont des trucs de bonne femme, entre guillemets, enfin pas pour moi je dirais entre guillemets, un adjectif par-ci, une délicatesse par-là, un poil de cinémascope, et une règle en béton, donc tout à la première personne du singulier et au présent d'indicatif, toujours valoriser les femmes. Les lectrices n'aiment pas qu'on dise du mal d'elles. Donc c'est sa technique selon elle. Et elle se définit dans d'autres interviews comme spécialiste, donc je la cite toujours, spécialiste en viol arabe. Donc c'est son expérience au Maroc qu'elle valorise en mentalité arabe, entre guillemets. Ce qui fait que quand vous regardez, vous voyez la structure des livres, elles sont assez proches en fait. Donc c'est toujours le même type d'histoire, une situation d'oppression que subit une femme, avec l'identification d'un ennemi, d'une personne qui est responsable de cette oppression, et un moyen ou un autre de s'enfuir. Donc ça, c'est la troisième dimension, la deuxième étape. La troisième étape, c'est la campagne publicitaire. Donc la campagne publicitaire, donc l'exemple, là encore, c'est Jamais sans ma fille qui est le modèle, dans la mesure où donc, il y a les bonnes feuilles dans Elle, donc ensuite il y a les radios, les télévisions qui sont mis à contribution pour diffuser le bouquin. Et donc à l'époque, c'était À la folie de Patrick Poivre d'Arvor, Sacrée soirée de
Jean-Pierre Foucault, etc., etc. Et c'est le début de ce qu'on peut appeler une télé-réalité, dans le sens où on fait de l'audience à partir de la vie réelle d'individus. Donc vous vous souvenez sûrement de Perdu de vue. Donc c'est des vraies histoires de personnes perdues de vue. Et donc je ne sais plus comment ça s'appelait le présentateur. Donc il menait de l'enquête, il cherchait des témoignages, etc. Donc là aussi on a eu ce type de télé-réalité, mais qui s'appuie sur ce genre littéraire, sur ce type de témoignage. Et on a eu même une émission de Jean-Pierre Foucault un peu assez hallucinante, où vous aviez donc le représentant de l'ambassade du Yémen qui était présent. Vous l'avez vu, voilà. Donc, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Et il y avait une sorte de pression qui a été exercée sur lui pour que donc, les deux filles yéménites dont je vous ai parlé tout à l'heure donc, une des sœurs qui était restée au Yémen soit libérée, sachant qu'une était parvenue à s'en sortir, et d'où la possibilité pour elle de raconter son histoire. Il y a même une équipe de tournage qui est partie au Yémen pour faire un direct avec la fille qui était restée là-bas, et ça a explosé l'audience de l'émission. Et donc là, je cite Jean-Pierre Foucault, c'est un peu inattendu, mais ça m'arrive. Donc je vous le dis franchement, il n'y a plus de vedettes. On a 43 émissions à fabriquer par an, il faut surprendre, c'est difficile avec Sardou, Michel Sardou. Sachant qu'en face, il y a Drucker, de l'autre côté, il y a Sabatier. On fait tous les trois la même chose, et donc il faut se distinguer. Et là, avec ce type de témoignage, on a un nouveau produit. Et je ne fais pas d'information, je fais de l'avis. Les gens achètent Vendu, donc le livre de Zana, ne sont pas des gens qui achètent des livres. Ce sont des gens normaux, bien sûr, qui ne font pas dans l'onanisme intellectuel. Voilà. Et donc vous voyez comment la combinaison d'une logique économique, donc faire de l'audience, s'inscrit dans une logique d'essentialisation de l'islam et des musulmans. Donc je ne parle pas du contenu des bouquins, mais on pourrait y revenir dans le cadre de la discussion. Ça n'est pas ton sujet et tu ne mets pas d'adjectif, mais quand même, c'est impressionnant de cynisme et de mépris, la manière dont ces gens s'expriment. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est la ménagère de moins de 50 ans qu'on alpague avec ce genre de témoignages et qui achète des livres et qui en plus regarde la télévision. C'est un mépris à la fois de classe et du sexisme voilà, assez direct. Donc pour conclure, parce que j'ai peu de temps, donc ce genre littéraire est intéressant parce qu'il me semble que c'est une forme particulièrement puissante de vulgarisation de ce que Bourdieu appelle des schèmes générateurs, c'est-à-dire des manières de penser l'islam et les musulmans en France. Et c'est un genre littéraire qui se situe à l'intersection de logique de marché, comme on l'a vu, et de logique essentialiste. C'est-à-dire le fait de réduire l'islam et les musulmans à une réalité unique, homogène, qui serait la même soit dans un pays en entier, soit à travers les pays. C'est un régime de vérité, donc c'est ce qui est autorisé de dire ou ne pas dire sur l'islam, qui entre en concurrence directe avec d'autres régimes de vérité, notamment académiques. Et ça, on l'a vu lors du débat de 2003-2004, qui était invité sur les plateaux de télévision. Donc, où les académiques étaient présents, mais beaucoup moins présents que des personnes qui témoignaient, comme Charol Javan, comme donc la personne qui a fait le livre Brûlée vive, etc. etc. C'est une forme intéressante aussi parce que c'est une forme dépolitisée du discours essentialiste. Ce n'est pas quelque chose d'ouvertement, on va dire, d'extrême droite, raciste, etc. C'est pas Zemmour, c'est pas ce genre de littérature. Et c'est un discours qui est aussi intéressant à étudier parce que ça joue beaucoup sur les émotions du lectorat. Et surtout les émotions des lectrices. Parce que, comme je vous le disais, ce genre de littérature est avant tout une littérature lue par des femmes. Et ça provoque du coup un processus d'identification à la femme musulmane victime de l'homme musulman. Et il me semble que c'est une des explications, pas la seule, qui permet de comprendre la dimension viscérale du port du hijab en France. Du rejet. Pardon ? Du rejet. J'ai dit quoi ? Du port. Pardon ?
La dimension viscérale du rejet du porc. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et du coup, c'est une forme de... Je vous donne un exemple. J'ai fait plusieurs entretiens avec des lectrices, notamment de Jamais sans ma fille, et ce qui ressort souvent, c'est une scène. Donc une scène, donc Betty Mahmoudi arrive à Téhéran, elle va dans la famille de son mari, et comme c'est en Iran et que le port du tchador est obligatoire, on lui dit si tu veux sortir dehors, il faut que tu portes le tchador. Donc on lui en propose un, et elle le porte, et dessus, donc le livre indique qu'il est sale, il y a de la crotte de nez, que les femmes de la famille se moucheraient avec. Donc il y a toute cette idée d'association entre le port du tchador et la saleté. Et donc là, c'est 30 ans après, c'est cette image-là qui ressort. Donc ce qui fait que l'essentiel de ces livres associe le port du hijab à des émotions négatives. Et donc, ce qui rend très difficile toute forme de discours académique sur la variété des significations du port du hijab. Quand on dit ça, sur des plateaux de télévision, la radio, il faut contextualiser. Ça peut être le signe d'une soumission, mais comme ça peut être aussi le signe d'une forme de revendication par rapport aux parents, etc. Tout ça, c'est comme si c'était rendu impossible par cette dimension très émotionnelle qu'a rendu possible ce genre de littérature. Voilà, je vous remercie. Avant de donner la parole à nos amis, je voudrais quand même poser une question un peu transversale, quoi. Ton hypothèse, celle sur laquelle tu travailles, c'est que ce background-là est aussi important pour la structuration de l'islamophobie en France ou ailleurs, que les discours de Zemmour ou que telle ou telle émission de télévision. C'est ça ton idée? Exactement. Dans la mesure où il s'agit de millions, dizaines de millions d'exemplaires vendus en France, donc lus par des millions de personnes, sur une trentaine, quarantaine d'années. Et ce sont des livres qui se lisent très vite. Donc très peu de temps pour les lire, une forme d'inculcation sur ce que c'est que l'islam et les musulmans. Donc quand je dis que c'est essentialisant, parce que quand on lit les livres, on se rend facilement compte du fait que l'islam et les musulmans dans ces pays-là ne sont pas pensés de manière complexe. Voilà. C'est la société en tant que telle en général. Il n'y a pas de féministes dans ces livres, paradoxalement. Il n'y a pas de politique contre les mesures sexistes qui sont inscrites dans la loi, comme en Iran. Il y a une forme de dépolitisation de ce que c'est que la réalité des femmes, des femmes musulmanes dans les pays musulmans. Et la seule solution, finalement, à la domination masculine dans ces pays, c'est la fuite. C'est la seule manière, finalement, de résoudre cette question. Et je ne vous parle pas de la description des familles, des hommes, même des femmes qui reproduisent des schémas sexistes, etc. Donc ça fera l'objet toute une partie du bouquin sur cette question-là. Mais il me semble que c'est une forme de vulgarisation de schémas essentialisants. Et cette vulgarisation est aussi, sinon plus puissante que les discours politiques, dans la mesure où c'est massif. Et donc il y a une sorte de division du travail islamophobe qui s'opère en fonction des types de publics et en fonction de types d'auteurs. Voilà. À vous, madame. Est-ce que vous savez quand le mot voile a remplacé le mot foulard pour parler du hijab? Mais c'est vrai que... je ne sais pas si on peut dire que le mot voile a remplacé le mot hijab. J'ai l'impression, mais sous réserve de travail plus poussé, que le terme voile est associé de manière à des connotations beaucoup plus négatives
que foulard, qui renvoie quelque chose de moins marqué idéologiquement. Donc voile, c'est lié, donc l'islam politique, voilà. Donc il est lié donc, à une dimension politique, et foulard, c'est traditionnel. Et cette division, moi j'ai pu le voir dans un autre travail que j'avais pu réaliser sur les naturalisations, parce qu'à un moment donné, les femmes qui portaient le hijab, on leur avait interdit, c'était un motif de refus d'acquisition de la nationalité française. Et en 2000, donc, il y a une circulaire qui avait été pondue par Chevènement et Aubry, en 2000, qui demandait aux agents de l'État de distinguer le bon foulard, donc foulard traditionnel, et le mauvais voile, le voile qui est lié à l'islam politique, etc. Donc cette division-là, elle est très prégnante, mais j'aurais du mal à identifier le moment de basculement. Et je ne sais pas si le terme hijab, c'est quelque chose qui était très utilisé auparavant. Est-ce que l'hégémonie du mot voile ne date pas, c'est mon souvenir à moi, mais c'est une impression, de la période du débat sur la loi, c'est-à-dire 2002, 2003, 2004, où la question devient une question, la question la plus importante au monde, et où tout le monde parle sans savoir. Il faudrait faire une analyse sémantique. Madame, prenez le micro, Merci. Dans le débat actuel de ces dernières semaines, on n'entend que le mot voile. Oui. Donc ça, c'est quand même un phénomène, il me semble, relativement récent. Il me semble que c'est le début des années 2000, mais il faudrait voir vraiment dans le détail. Par exemple, en 89, lorsqu'il y a eu la première affaire du voile, est-ce que c'était affaire du voile, affaire du foulard, quels étaient les mots qui étaient utilisés? Il y avait aussi le terme tchador qui était aussi présent, lié à l'histoire iranienne, etc. Donc il faudrait vérifier. D'autres questions? Vous attendez le micro, c'est parce qu'ensuite on a la vidéo. Donc si vous ne parlez pas dans le micro, la vidéo n'entend pas Très bien. votre question. Déjà, merci pour l'intervention. Je trouve que ce qui est très intéressant dans cette présentation, c'est que ça montre à la fois l'hypervisibilité qu'on donne à la question du voile. Il y a plein d'émissions qui sortent là-dessus. Et est-ce que le voile est une obsession en France? Je pense que oui, clairement. Au même moment, et c'est ça qui me pose question, il y a une invisibilisation très forte en fait, de la parole, notamment des femmes musulmanes. Je pense à l'association LALAB. Et du coup, ma question, c'est, les travaux de Françoise Vergès aussi montrent ça, comment la population est à la fois essentialisée, on parle pour eux. Le discours autour du voile, c'est vraiment ça. En fait, on donne très peu la parole à des femmes voilées et ce qu'elles vivent de leur aussi féminisme à travers le voile. Et ma question, c'est comment on change ces perceptions. Vous parliez tout à l'heure de mode de production, de mode de diffusion et ensuite de perception. Comment on peut faire pour justement basculer aussi ces discours de manière plus globale et systématique quand on voit qu'effectivement, il y a des lectures de masse qui sont proposées à tous et à toutes? C'est une grande question. Très grande question. Passons à la suivante. Je ne sais pas si on peut y répondre dans la mesure où il y a quand même une sorte d'effet d'inertie d'une trentaine au minimum d'années de discours islamophobes. Donc ça supposerait en face une force équivalente, sinon supérieure, de production de contre-discours qui utilisent des formes assez proches, que ce soit les témoignages, que ce soit des romans, que ce soit des... donc, au niveau académique, il y a ce qu'il faut, mais c'est invisibilisé. Il me semble que une production de masse peut être contrecarrée par une autre production de masse. C'est pas très exceptionnel ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a que ça. D'autres questions, monsieur? Et monsieur ensuite. Voilà. Merci. Ce que je trouve très intéressant dans votre présentation, c'est que ça confirme dans le champ littéraire ce qui se constate dans le champ médiatique et essayiste, à savoir que le sujet du problème musulman, etc., alors qu'il est sans cesse présenté comme tabou, qui serait politiquement incorrect d'en parler, etc., et en fait le sujet qui marche le plus au niveau de l'audience, des ventes, etc. Donc par exemple, à chaque fois que Éric Zemmour, les autres
prennent la parole, il y a toujours un moment où ils expliquent qu'on les censure, etc., alors qu'ils sont en direct à la télé, à la radio, etc. Et je voulais savoir si... donc, j'ai l'impression qu'une des raisons du succès éditorial et médiatique de la partie essayiste, médiatique, etc., des producteurs de discours islamophobes, c'est justement la construction d'un ethos de combat, de dire je m'élève contre la pensée dominante, etc., alors que je la produis. Et je voulais savoir si dans ce champ-là, c'est-à-dire chez les éditeurs ou chez les auteurs, chez les traducteurs, etc., il y avait aussi cet ethos de on parle de ce qui serait soi-disant tabou alors qu'on parle que de ça, etc. etc. C'est une question intéressante et qui ne peut, enfin, on ne peut pas y répondre de manière homogène pour tous les livres dont je parle. Parce que dans les 67, vous avez, par exemple, certains d'entre eux, avec un avant-propos qui dit explicitement c'est une histoire individuelle et qui ne concerne pas l'ensemble du pays, l'Iran par exemple, l'Arabie Saoudite. Donc il y a une sorte de précaution que font certains livres, pas tous, sur l'idée qu'il ne faut pas généraliser. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une forme dépolitisée. C'est qu'il y a des schémas de pensée qui sont diffusés sans forcément qu'il y ait une intention politique explicite qui soit présente. Mais c'est vrai que essentiellement, enfin, dans tous les bouquins dont il est question ici, c'est l'histoire d'un combat. C'est le combat d'une femme qui cherche à s'émanciper. Et c'est positif. Une femme qui cherche à s'émanciper, il n'y a pas photo. Et donc, ce sont souvent des belles histoires. Donc, c'est-à-dire qu'ils se terminent bien. Et donc, ça correspond au classique, en fait, du genre témoignage qui fonctionne bien. Donc, je vous parlais des années 60-70. Vous aviez, par exemple, des exemples de jeunes femmes ou jeunes garçons qui étaient dans la drogue et qui s'en sortent. Donc, une situation compliquée qui ensuite est résolue grâce à la volonté, grâce à la ténacité, etc. etc. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il me semble que la force aussi de ce genre littéraire, c'est de s'appuyer sur une norme dominante qui est celle de l'égalité femmes-hommes. Enfin, je dis norme dominante, je dis norme proclamée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est réelle, qu'elle est dans les faits. Mais c'est une... comment dire comme le disait donc une auteure des études postcoloniales, Béatrice Spivak, c'est toujours le même système, c'est-à-dire que c'est un homme ou une femme blanche qui sauve une femme musulmane d'un homme musulman. Donc là, ce qui est pointé, c'est la domination masculine musulmane, avec sous-entendu que la domination masculine occidentale n'existerait plus, en tout cas serait quasiment en voie de disparition. Et donc c'est une forme d'exotisation de la domination masculine. Et donc le fait de sauver des femmes musulmanes des hommes musulmans, c'est une manière, entre guillemets, de se sauver, son propre système de domination. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à 2017, parce qu'il y a eu la vague MeToo en 2018, et il y a quasiment plus de témoignages qui sont publiés sur des femmes musulmanes. Et ce n'est pas un hasard, parce que le mouvement MeToo a révélé ce que les femmes subissent depuis tout le temps, mais qui n'était pas rendu aussi public, pas de prise de parole aussi généralisée, c'est que la domination masculine dans tous les secteurs des sociétés occidentales, c'est présent, ça n'a jamais stoppé, etc. Donc MeToo a eu un effet un peu inhibant, ou en tout cas ça a cassé la filière des témoignages qui existaient sur les femmes musulmanes. Donc c'est plus nécessaire d'aller chercher des femmes musulmanes, on a les témoignages de femmes occidentales pour traiter cette question-là. Je vous ai une question de monsieur, parce que, au fond, ce que tu nous dis là, je le prends autrement, c'est que les préoccupations financières, de business, pèsent au moins aussi lourd que l'intention idéologique. Elles peuvent évidemment converger, les deux intentions, les préoccupations, mais si on applique cette règle que tu élabores
à l'émission On n'est pas couché, par exemple, de Ruquier. Au fond, c'est la même chose, parce que Ruquier, il se présente comme progressiste, comme un homme de gauche, un homosexuel, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du buzz. Mais il fait du buzz sur n'importe quoi, parce que Zemmour, c'est Zemmour, ça vient de chez Ruquier. Mais Moix, c'est aussi quelqu'un qui vient de chez Ruquier. Christine Angot, c'est ça? Elle vient de chez Ruquier. Idéologiquement, bon, c'est tout dans la même confusion, mais quand même, c'est pas la même chose. Le point commun, c'est le buzz. Exactement. Et tout le monde regarde, on n'est pas couché. Les gens disent non, 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 moi je ne regarde pas. Mais j'entends que les gens regardaient telle et telle émission. Donc, il y a quelque chose dans ta règle, si tu veux, qui est un peu universel, qui va au-delà de la littérature. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, quand il y a eu le succès de Jamais sans ma fille, c'était un étonnement, parce que personne s'y attendait. Ils avaient au départ publié 15 000 exemplaires. Ils ne savaient pas à ce moment-là qu'ils allaient publier à plus de 3 millions, 4 millions d'exemplaires. Et c'est... Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ce succès inattendu? Et est-ce que ça signifie qu'il y avait déjà un horizon d'attente, des formes de préjugés anti-musulmans préexistants et qui sont confirmés par une littérature qui va dans ce sens-là? Ça peut être vrai pour une partie des lectrices, mais pas pour d'autres, qui sont surtout identifiées à la personne et donc à la situation. Donc c'est très difficile de comprendre les raisons du succès de ce genre de détail. C'est pour ça que je me suis intéressé à la réception. Donc, du coup, ça me permet de répondre à cette question-là. Donc, la méthodologie que j'ai employée, c'est que j'ai aspiré sur Internet les commentaires sur ces 67 livres à partir de 3 sites Internet, Amazon, Goodreads et Babelio. Et les gens commentent beaucoup. Je sais pas, vous l'avez sûrement fait peut-être. Lorsqu'il y a un livre qui vous plaît, vous voulez faire la promotion, vous mettez la note sur 5 et puis vous faites un commentaire. Donc j'ai commencé l'analyse, même si elle n'est pas encore vraiment systématique. Mais quand on fait une analyse textuelle, donc les mots qui sont le plus souvent utilisés, c'est pas voile, islam, domination masculine ou ce que vous voulez. C'est vie, femme, famille, c'est survie, etc. Donc c'est ça qui en fait qui ressort dans les commentaires. Voilà, c'est le but du livre. Donc c'est l'identification à une femme qui souffre et qui réussit à se libérer d'une situation d'oppression. Donc c'est un peu une sorte de diffusion à la fois dans une logique économique, une logique financière et une logique d'essentialisation, mais qui vont main dans la main. Mais on peut... C'est très difficile à l'époque de savoir pourquoi il y a eu ce succès. Voilà, vous ne pouvez pas faire d'enquête à ce moment-là, à cette époque, en 88. Et à la fin des années 90, enfin, ça fait 80 au début des années 90, mais il me semble qu'un livre ne peut avoir du succès que s'il correspond à une attente. L'attente ne peut pas être totalement créée de toutes pièces. Monsieur et madame après, mais il a demandé, oui. Il a demandé presque au début. Voilà. Bonjour, c'était passionnant. Je voulais juste revenir sur 2 points. Le premier, c'est ce que vous venez de dire sur le basculement MeToo. Et je pense que ça a été à la fois une possibilité de réuniversaliser la question, enfin, c'est un mauvais universalisme, mais enfin, réuniversaliser la question de la domination masculine. Il se trouve que je viens d'une ville qui a été qui a eu une focale particulière sur l'affaire Ramadan, parce que je viens de Genève, et c'était frappant de voir comme, en fait, à Genève, l'affaire est née dans le cadre d'une étude du gouvernement sur les abus de certains professeurs sur les élèves. Et dans cette affaire-là, il y avait l'affaire Ramadan, quoi qu'on pense du fond. Et donc c'était très frappant parce qu'il y avait une espèce de traitement médiatique un peu à l'alambiqué, c'est-à-dire il y avait des médias qui étaient tentés de mettre la focale, mais le problème c'est que le gouvernement rappelait en disant mais c'est un sur la liste. Et donc ça a créé une forme
de dire que c'était quelque chose de bien plus partagé que cela. Et donc, du coup, il était frappant comme ceux qui auraient été tentés de venir à la charge avec des arguments de type islamophobe, ont été mis à contre-jeu parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais ce n'est pas le sujet sur lequel je voulais vous poser une question. Le deuxième point sur lequel je voulais vous poser une question, c'est que on dit souvent, et moi je suis assez d'accord là-dessus, que la question coloniale est structurante dans l'affaire d'une islamophobie française. Mais il y a un deuxième point sur lequel des gens comme Olivier Roy ont beaucoup écrit, et je pense que là-dessus il a un peu raison. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. C'est la question de la sécularisation de nos sociétés et l'incompréhension des attributs religieux de nos sociétés. C'est-à-dire que nos sociétés ne comprennent plus le religieux. Et c'est très frappant, notamment aussi sur la question autour du foulard, du voile, parce qu'on entend des choses un peu hallucinantes si on les place dans une grille d'analyse de sociologie religieuse. Et pour rebondir ce qu'a dit Madame, ce qui était très frappant, et je trouve que c'est un vrai révélateur aussi de cette question-là dans l'islamophobie à la française, c'est tout le monde parlait de ces femmes qui portent le foulard ces dernières semaines dans cette séquence un peu folle qu'on a vécue. Et le seul journal, Le Monde l'a fait après, mais le seul journal qui s'est dit mais on va peut-être aller les interroger, c'est le quotidien La Croix. Et donc comme si un journal avec une culture religieuse s'est dit mais c'est pas parce que il faudrait peut-être prendre ces femmes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire avant tout qui sont dans des démarches de foi et voir ce qu'elles ont à dire. Et je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant la sécularisation rajoute un problème, une espèce de dimension islamophobique très partagée? Madame, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça parce qu'il faut définir le concept de sécularisation. Parce qu'on peut très bien considérer qu'il y a un processus de sécularisation sans forcément que ce processus débouche sur une incompréhension du phénomène religieux. Le lien que vous faites entre ces deux phénomènes, il est discutable. Je vous donne un exemple. C'est celui de la croyance et de la pratique religieuse musulmane en France, telle qu'on peut la mesurer dans les enquêtes, c'est l'enquête Théo, Trajectoire et Origine. Donc une enquête qui a été menée en 2008, qui est en train d'être réalisée là, en 2018-2019. Donc on pose la question aux gens, donc, quelle est votre religion, si vous en avez une, et quelle est celle de vos parents. Et on pose aussi des questions sur les pratiques religieuses. Et quand on s'intéresse du coup à la reproduction d'une génération à l'autre, on se rend compte que les groupes pour lesquels la reproduction est la plus forte d'une génération à l'autre sont des groupes religieux minoritaires. Le groupe juif, le groupe musulman et le groupe chrétien orthodoxe. Donc le groupe majoritaire chrétien, il y a un très faible taux de reproduction d'une génération à l'autre. Donc la sécularisation, si on entend sécularisation comme ne plus croire et ne plus pratiquer, ou moins, toujours croire et moins pratiquer, ce qui est discutable comme définition, ça dépend de la situation, minoritaire ou majoritaire dans la société. Et quand on prend ensuite le groupe musulman, stricto sensu, il y a en gros, je vais très vite, mais la règle des 3 tiers. Vous avez un tiers de personnes dont les parents étaient musulmans qui ne croient plus et ne pratiquent plus. Un autre tiers qui continue à croire et qui a une pratique assez proche de celle de leurs parents. Et un tiers qui croit toujours et a une pratique religieuse un peu supérieure, une religiosité un peu plus forte que celle que leurs parents. Et donc si vous prenez le premier tiers de gens qu'on peut dire sécularisés, entre guillemets, ça ne signifie pas que ces gens-là ont une aversion particulière avec le religieux. Parce que leurs parents, leurs frères, leurs sœurs peuvent être religieux. Donc c'est la question qui se pose, à mon avis, c'est plutôt la position majoritaire et minoritaire. C'est si la pratique religieuse musulmane est perçue comme dangereuse, c'est parce que c'est une pratique minoritaire, d'un groupe minorisé, d'un groupe qui est issu de classes populaires essentiellement. Et donc il y a une dimension de classe qui se joue, qui est très puissante dans cette question-là. Après, ce qui est vrai, et je pense que c'est plutôt dans ce sens, j'irai dans votre sens, pas pour la société en général, mais pour le champ politique. Pour le champ politique, c'est clair.
dès lors que l'on se définit comme chrétien-démocrate, il n'y a pas de problème, me semble-t-il. Vous n'avez pas de campagne de disqualification du parti chrétien-démocrate. C'est ce qu'a dit François Bayrou l'autre jour sur France Inter. Voilà. Interrogé sur cette liste communautariste, il a dit moi je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je suis démocrate chrétien, donc je ne sais pas si je vais Voilà. être catalogué comme ça. Et donc, s'il n'y a pas de construction du problème chrétien-démocrate, c'est parce que les membres des partis politiques qui se disent chrétiens font partie des groupes dominants. Voilà. Et si c'était l'inverse, si on avait une minorité chrétienne issue de classe populaire qui est là depuis peu de temps par rapport à une majorité musulmane qui est là depuis le début de la création de la France, il y aurait un problème chrétien. Donc il faut aussi insérer en fait la question religieuse et la création du religieux dans le cadre de rapport de force entre majoritaire et minoritaire. Madame. Alors moi je voudrais revenir sur votre livre, enfin sur le livre, pardon, votre livre de Jamais sans ma fille. Ouais. Il faut quand même le relier à la révolution iranienne qui a effrayé quand même tout l'Occident. Bien sûr. Même si le bouquin vient 3 ans après. Bien sûr. Donc voilà, donc il faut relier quand même un peu tous ces phénomènes. Bien sûr, il y a de l'argent derrière, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même tout l'environnement politique qui influence voilà, tous ces... Il y avait madame là-bas. Au fond. Et du coup, je rebondis sur ce que vous dites. La Chine communiste n'a pas disparu en 89. Elle a toujours été là. Et la question des viols en Inde est terrible. Or, dans les catalogues, je n'ai trouvé aucun témoignage d'une femme indienne qui a subi des viols. Donc, les événements internationaux, il faut les prendre en compte, mais il y a toujours un processus de sélection qui s'opère, et c'est ça qui m'intéresse. Le monde est vaste, la domination masculine est partout, les violences faites aux femmes, c'est partout, mais pourquoi on va sélectionner certains pays et pas d'autres? Voilà. Madame. Vous n'avez pas évoqué le film Not Without My Daughter, qui a relancé le succès du livre dans 91. le monde anglo-saxon. Donc je voulais savoir si ça ne pouvait pas jouer un rôle aussi en France. Vous avez raison. Donc le livre a été... On n'a pas entendu bien la question, si tu peux reprendre. donc la question, c'était sur le fait qu'il y a eu le livre. Le livre avait été adapté en film et que ça avait participé au succès. C'est ça. Oui, indéniablement, ça a accéléré le succès. Mais j'avais indiqué la statistique, pour les 3 premières années, c'était 2,4 millions, juste en France. Donc le film n'a fait qu'accélérer un succès qui était déjà existant, puisque ça a été traduit en français en 88 et le film est sorti en 91. Si mes souvenirs sont bons, donc les 3 premières années, il n'y a pas eu le soutien du film pour... voilà. Je voudrais te poser une question, c'est un peu opportuniste, mais j'ai toujours voulu la poser et elle me fascine, et c'est lié à la question de la sécularisation. Bon, tu es relativement jeune, moi moins. Je suis jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, moins, nettement moins. Nous, les Arabes, les jeunes, on est toujours jeunes. Quoi. Ah oui, d'accord. C'est formidable. Même on a 50 ans, on est des jeunes. Non, mais tu n'as pas 50 ans. Je n'ai pas 50 ans, bon, mais j'approche la quarantaine. Eh ben, d'accord, c'est jeune. On approche la quarantaine, est-ce qu'on est encore jeune? Bah oui, bien sûr. En tout cas, par rapport à moi, sans aucun doute. Quelle est ma question? C'est très paradoxal. Pendant la guerre d'Algérie et après, je me souviens très bien, on n'utilisait jamais le mot musulman. Le mot musulman était réservé pour qualifier les Européens d'Algérie, les musulmans d'Algérie. Mais dans les campagnes de caractère anti-arabe, disons, le seul mot qui était utilisé, c'était maghrébin. Et il y avait Minute qui, toutes les semaines, disait un maghrébin a violé, voilà, ou un nord-africain, oui, c'est vrai, les deux termes. C'est-à-dire, il y a un moment où, tout d'un coup, le terme ouvertement raciste, nord-africain, maghrébin, disparaît, pas complètement, mais assez largement, pour être remplacé par le mot musulman qui est chargé d'un contenu négatif. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisque c'est la même période où la société française se sécularise, où on va moins dans les églises, où on va moins dans les synagogues d'ailleurs aussi. Il y a quelque chose qui est mystérieux dans
cet usage des termes? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi j'ai un indicateur, c'est les actes racistes, tels qu'on peut les mesurer et tels qu'ils apparaissent dans les dossiers judiciaires. Parce que j'avais fait une autre enquête sur le traitement judiciaire des infractions à caractère raciste. Donc avec une équipe, on a traité 500 affaires, et tout type d'affaires, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, etc., etc. Et pour la période très récente, parce que c'est entre 2012 et 2015, et on était très étonnés du fait que les affaires d'islamophobie, il y en a très peu, par rapport aux affaires de racisme anti-maghrébin classique, entre guillemets. C'est le sale arabe, le bougnoul, etc. J'ai rarement trouvé dans les dossiers du sale musulman ou le sale islamiste. C'est dans le vocabulaire, en tout cas, là où on a fait nos enquêtes, c'était plutôt classe populaire, classe moyenne. L'insulte qui utilise le vocable musulman n'est pas présente. Donc je pense que pour répondre à ta question, il faut faire une distinction entre les discours publics et le discours caché, le discours de tous les jours. Et de ce point de vue-là, les discours publics, c'est clair qu'il y a un basculement dans la mesure où c'est une sorte de... comment dire, c'est un recodage. C'est un recodage à travers la grille de lecture religieuse d'une forme de racisme qui a ses racines dans l'histoire coloniale et donc qui vise spécifiquement les personnes maghrébines, quoi. Un cache-racisme, quoi. Un cache-racisme ou un recodage. Ouais. Moi, ça se voit tout à fait dans la manière dont on qualifie les personnes. Et même dans musulman, on utilise, on dit jamais maghrébin modéré. Ça n'a pas de sens. Et là, il y a une étude qui a été faite par des collègues linguistes de Montpellier, qui a pris en fait comme source l'ensemble des articles publiés dans 2 ou 3 journaux comme Libé, Le Monde, Figaro pour l'année 2015. Année très importante sur les sujets qui nous intéressent. Et ils ont analysé l'usage du mot musulman. Et quel était l'adjectif qui était associé le plus? C'était modéré. Donc, musulman modéré. Et après, ils se sont posé la question, quel est le verbe qui est après musulman modéré? C'est musulmans modérés doivent. Et ça, c'est systématique. C'est l'analyse textuelle qui permet de révéler ça. Donc c'est une forme d'injonction. Comment dire? Donc ça pour vous dire qu'il me semble que la catégorie maghrébin, c'est une catégorie qui appelle pas à discussion. Le racisme anti-maghrébin qui est fondé sur une ethnicité, une nationalité. Donc il n'y a pas photo. Alors que la catégorie musulman, on peut faire le tri. Il y a une sorte, il y a les bons, il y a les mauvais musulmans. Donc il y a une sorte de distinction qui se fait à partir de ce que l'on définit soi-même comme étant le bon islam. Alors que le discours raciste ne va pas définir ce que c'est que le bon maghrébin. Et il me semble que ça se joue, parce que ça crée finalement des possibilités d'alliance. Parce qu'on peut se mettre d'accord entre quelqu'un, entre guillemets, de gauche et quelqu'un d'extrême droite sur c'est quoi le bon islam. Celui qui serait compatible avec la République. Alors que le fait de définir les choses en termes ethniques et raciaux, là, on est bloqué, entre guillemets. Donc je pense que le signe religieux est plus malléable. Et rend possible des choses que ne rend pas possible le signifiant ethnique. Sauf que le signe religieux, je suis d'accord avec toi, mais il est facile à démasquer quand il est proclamé au nom de la laïcité. Parce que moi, j'attends toujours que M. Blanquer, par exemple, dise qu'il va arracher l'ékippa de la tête des jeunes juifs, ou qu'il va enlever les croix que portent souvent les jeunes filles. Jamais. Tous les gens qui parlent au nom de la laïcité sur le voile oublient, comme par hasard, que si on veut appliquer la loi
et l'étendre même à l'espace public, alors il faut le faire pour tout le monde. Et donc on va se trouver dans une situation embarrassante, parce que les jeunes juifs, je ne sais pas si ça leur plaira, d'être soudain au centre de l'attention avec la kippa quand ils la portent. Hein. Non, c'est vrai. Ce qui est intéressant avec le concept de laïcité, c'est que c'est comme pour le concept de nation. Au départ, c'est un concept de gauche qui vise à remettre en cause les hiérarchies, une forme de domination. Donc, le terme nation, au XVIIIe siècle, c'était contre l'aristocratie, contre la noblesse. Donc, c'était un discours émancipateur. Et c'est devenu, à partir de la Troisième République et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, un discours plutôt de droite, la nation qu'il faut protéger. Et la laïcité, c'est pareil. On est passé d'un discours de laïcité voilà, à la Aristide Briand, contre l'emprise de l'Église catholique sur l'État français, un discours de droite et d'extrême droite qui n'est plus vraiment la laïcité, mais plutôt de la néo-laïcité. Parce que quand vous lisez le rapport Barouin de 2003, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler, donc le fameux rapport dans lequel il définit lui-même la nouvelle laïcité. Donc s'il y a une nouvelle, c'est qu'il y a eu une ancienne. Et il dit explicitement, François Barouin, dans ce rapport parlementaire, qu'il faut redéfinir la laïcité, quitte à ce que ce soit contre les droits de l'homme. C'était juste avant l'adoption de la loi. Juste avant l'adoption de la loi de 2004. C'est dit explicitement dans le rapport. Parce qu'il se rendait bien compte que la redéfinition de la laïcité était une manière de remettre en cause du droit à l'éducation de ces jeunes femmes, et donc du coup remettre en cause un droit humain. Et donc là, il y a une plasticité, là encore, de l'idéologie qui s'est faite autour du concept de laïcité. Question ? Et madame ? Monsieur ? Dans votre présentation, en fait, vous parlez des femmes. En fait, votre démonstration, elle expose, je veux dire, un mouvement qui est féministe, je dirais, d'opinion occidentale des femmes à propos des femmes arabes, enfin musulmanes. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas d'abord une européanisation de l'islamophobie? Et en fait, l'islamophobie, est-ce que ça voudrait dire que on le réduit à un problème féminin? Et qu'est-ce que les hommes occidentaux peuvent avoir comme impression là-dessus? Est-ce que ça, c'est étudié quelque part? Je dirais de façon plus large. En fait, le discours qui est produit dans ces livres, c'est un discours qui est féminin et qui est produit par les femmes elles-mêmes. Et elles peuvent être aidées, comme je vous le disais, avec des prêts de plumes, des gens qui les aident, ou des femmes qui écrivent elles-mêmes. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est un discours européen sur les femmes, puisque c'est leur propre discours. Même s'il est ensuite réécrit pour pouvoir cadrer avec les logiques voilà, de rentabilité, pour que ça se vende, etc. Donc c'est plutôt une coproduction. C'est une coproduction d'un discours sur la situation des femmes musulmanes par des femmes musulmanes qui ont vécu ces situations et des acteurs qui peuvent être féminins comme ou masculins européens qui promeuvent ce genre littéraire. Donc je ne sais pas si c'est une européanisation. C'est plutôt une coproduction tout simplement de discours. Ce que je veux dire, c'est que en fait, l'islamophobie, pour moi, est un ensemble qui est beaucoup plus large que la simple relation entre les hommes et les femmes musulmans. Vous voyez ? Et là, on réduit je veux dire, est-ce que donc c'est extrêmement grave parce que c'est une manipulation quelque part. C'est un MeToo. Je ne sais pas. C'est quelque chose d'un peu particulier qui réduit l'islam à une question de relation homme-femme, ce qui n'est pas du tout le propos. Et quand on parle de l'intégration, quand on parle de la laïcité, de l'intégration des religions dans la nation, je veux dire, est-ce que si on est sur une logique comme ça, il n'y a pas une incompatibilité et est-ce qu'on n'est pas en train justement de cultiver ça
est-ce que c'est pas un rejet? Vous savez, les questions des pays de l'Est qui refusent tout islam en Europe, par exemple, je veux dire, il y a quelque chose de très très grave derrière. Et peut-être l'instauration d'une manipulation collective, je dirais, quelque chose. Je ne dirais pas le terme de manipulation, parce que ça supposerait une intentionnalité, une coordination. Et ce que j'essaie de montrer, c'est justement non. C'est qu'il y a même des éditeurs qui sont en concurrence entre eux. Je n'ai pas parlé de ça, mais voilà. Mais c'est une logique de marché qui n'est pas forcément une logique de manipulation. Chose particulièrement puissante. C'est parce que ce sont des actions qui sont non coordonnées et qui vont dans un même sens. Sans forcément que les acteurs se mettent d'accord entre eux. Alors que le terme manipulation, de fait, les complots, ça existe. L'histoire montre que ça existe. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas ici. C'est plutôt chacun y trouve son intérêt. Moi, je trouve que c'est une convergence d'intérêts. Les femmes qui ont vécu ce qu'elles ont vécu trouvent un intérêt à raconter ces histoires parce que c'est une manière de libérer la parole. Et c'est des expériences traumatisantes. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que ces femmes racontent cette histoire. Il y a un intérêt de l'éditeur économique évident pour promouvoir ce genre de livres. Il y a un intérêt des médias, radio, télé, parce que ça fait de l'audience. Donc voilà. Donc je pense qu'on est plutôt dans une logique de convergence d'intérêts que dans une logique de manipulation. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Enfin, je comprends votre explication, mais il reste que, je veux dire, on a une orientation de l'islamophobie qui est particulière, quoi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire avec monsieur que toi, tu as choisi l'angle femme, mais on peut, et c'est vrai, dire que la campagne menée contre l'islam, elle a un but plus large qui est de dire que l'islam ne supporte pas la liberté, ne supporte pas les droits, ne supporte pas les minorités. Et à ce moment-là, on a par exemple une islamophobie homosexuelle extrêmement répandue, parce que dans beaucoup de communautés, entre guillemets, homosexuelles, on s'en prend à l'islam il y a qu'à voir Wilders aux Pays-Bas, le livre de Jean Stern dont on a parlé ici sur Mirage Gay à Tel Aviv, où les Israéliens arrivent à se présenter comme gay-friendly, alors qu'il y a difficilement une opinion largement aussi anti-homosexuelle que celle qui existe en Israël, à part la bulle de Tel Aviv où tout va bien, et on oppose ça aux Palestiniens etc. Donc la thématique est plus large. Je me suis focalisé sur ce genre littéraire parce que c'est un genre littéraire qui est particulièrement puissant et qui n'a pas été étudié. Mais comme vous pouvez le voir dans le bouquin qu'on a publié avec Marwan en 2013, on s'intéresse aux discours qui sont produits sur les musulmans en général et pas uniquement sur les femmes. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est bien sûr le fait de se présenter comme musulman dans l'espace public. Le fait de revendiquer une identité musulmane dans l'espace public a un coût social en France qui est terrible, qu'on soit homme ou femme. Et donc depuis les années 90, là où, au moment où les associations de jeunes musulmans ont commencé à avoir une présence publique, une sorte de ligne qui s'est mise en place, qui provoque du coup des effets de censure de beaucoup de personnes qui ne se revendiquent pas musulmans dans l'espace public. Donc vous avez raison, de ce point de vue-là, le discours islamophobe ne vise pas uniquement les femmes. Il est généralisé, mais il prend des modes différents en fonction du genre des personnes ciblées. Une dernière question. Oui, des questions très brèves. Concernant, je crois, l'islamophobie dont on parle, Gérard Noiriel, dans son dernier livre, sa lecture permet un petit peu de comprendre ce qui se passe pour ce sentiment xénophobe qui a touché, comme vous savez, les Juifs entre les deux guerres, était terrible. Et je pense que la lecture de Gérard Noiriel peut nous aider un petit peu à comprendre l'islamophobie d'aujourd'hui.
pour le livre Jamais sans ma fille, n'est pas construit sur rien du tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion... Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah non, moi non plus, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Hein. Vous avez dit, j'ai cru que vous pensiez que je l'avais dit. Non, mais les choses sont présentées comme si c'était le fruit d'une fiction. Je ne sais pas c'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez vécu 4 saisons dans un pays arabo-musulman et vous avez observé la condition des enfants issus de couples dits mixtes, c'est-à-dire de la mère qui n'est pas musulmane et qui se trouve dans des situations où elle ne peut pas sortir ses enfants parce que le père est mort ou le père a divorcé. Bon, donc c'est pas un cas isolé. Autre chose dont il faut aussi parler, on arrive à la fin. Hein. C'est Ahmed Abou Zaïd, cet Égyptien intellectuel qui en a imposé le divorce de sa femme parce qu'il a écrit un traité sur sa vision du Coran qui n'a pas plu à Al-Azhar. Et tout ça, il a fait beaucoup de bruit, ce monsieur, et son procès et son divorce imposé par l'université Al-Azhar. Il y a des strates quand même qui produisent in fine des réactions un petit peu comme celles que l'on voit sur l'islam. Franchement, j'ai l'impression que vous vous trompez d'interlocuteur, parce que Abdelali n'est pas vraiment dans la défense de ces régimes. Hein. Je défends totalement l'oppression des femmes dans le monde musulman. Je défends la mise en prison de toutes les personnes qui ont un point de vue religieux différent d'Al-Azhar. C'est ça, mon point de vue. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie Abdelali. Et je vous propose un slogan final. Vive l'onanisme intellectuel.